il y a plusieurs façons de faire, si vous voulez. Ça dépend évidemment de la question. Par exemple, des personnes comme, si on prend l'exemple d'Esther Duflo, que tout le monde connaît, qui est cette Française qui travaille à Boston sur des questions de développement, les données existent relativement peu et souvent les questions que les gens se posent sont des questions où on ne pourra pas utiliser des données déjà prêtes. Par exemple, une question qu'elle s'était posée, que moi j'avais trouvée particulièrement intéressante, c'est quand une femme est mère, dans une ville en Inde, qu'est-ce qu'elle fait? Quel genre de choses elle fait et comment elle fait différemment des hommes qui ont été élus maires. Et donc ça, c'est une question difficile, parce que évidemment, ce qui se présente, ce n'est pas un échantillon aléatoire de la population. On ne va pas mettre des hommes et des femmes de manière aléatoire, sauf qu'en Inde, ils ont mis en place un système qui a permis de faire qu'on puisse randomiser, je reviendrai sur ce terme, et dans le fond que les femmes qui étaient mères étaient presque là par hasard, si je puis dire. Elles le voulaient, mais... Et on s'est rendu compte, par exemple, de manière très intéressante, que les femmes faisaient beaucoup plus attention à toutes les questions de santé, les toilettes, ces choses qui étaient essentielles dans ces villages. Alors, je ne vais pas décrire comment ça s'est passé dans cet exemple, mais je vais prendre un exemple qui a eu lieu en France, Pôle emploi, sur l'accompagnement des chômeurs. On se pose la question de, dans le fond, est-ce que l'accompagnement des chômeurs sert ou pas? Et donc, évidemment, si on donne l'accompagnement à tous les chômeurs, ben, on ne saura pas ce qui se serait passé si les chômeurs n'avaient pas été accompagnés. Maintenant, si on donne à personne l'accompagnement, on ne saurait pas ce qui serait passé si les chômeurs avaient été accompagnés. L'autre possibilité, c'est de faire ce qu'on a souvent fait en France, c'est de dire, OK, on va laisser les gens choisir. Mais si on laisse choisir les gens, ben on aura des gens plus motivés, plus dynamiques, une possibilité, qui vont choisir l'accompagnement, et les autres, qui ont peut-être un travail au noir, qui n'ont pas envie nécessairement de retrouver un boulot rapidement, etc., qui vont aller vers le non-accompagnement. Et ce qu'on va mesurer dans l'accompagnement, dans la réussite de l'accompagnement, ça ne sera pas l'accompagnement lui-même, mais les qualités des personnes. C'est ce qu'ont compris les médecins depuis des années lorsqu'ils testent des médicaments. Il y a ce qu'on appelle un groupe de contrôle, un groupe traité, et on donne les groupes de contrôle et le groupe traité sont tirés au sort. On a 1000 personnes, on tire au sort qui est dans le groupe de contrôle, qui est dans le groupe traité. Dans le groupe de contrôle, on donne un placebo, un faux médicament. Au groupe traité, on donne le médicament, et après, on suit les résultats. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose de très simple. C'est quelque chose qui a été mis en place en France depuis les années 2000, depuis que Martin Hirsch a été au commissaire à la jeunesse, dans les expérimentations sociales. Et donc, typiquement, c'est ce qui a permis de faire le travail dont je vous parle, dont Esther Duflo était un des co-auteurs, mais Bruno Crépon, Philippe Zamora, Roland Ratelot et Marc Gurgan, je crois. Il faut faire attention à ne n'oublier personne. Où là, on a dit, ben, on va allouer de manière aléatoire des gens à l'accompagnement et au non-accompagnement. Et les gens seront comme ça, ils ne pourront pas choisir. Ça a permis de regarder, de comparer quel est le résultat à la fin pour les gens qui ont été traités et les gens qui n'ont pas été traités. Et de montrer qu'il y avait un effet de l'accompagnement qui était assez important. Ce qu'ils ont fait en plus, qui est rigolo, c'est qu'on se dit, mais imaginons un endroit où tout le monde est traité. Parce que ça, vous savez, quand on étend un médicament, il y a des effets qu'on ne prévoit pas. De la même manière, lorsqu'on étend une politique publique, il peut y avoir des effets qu'on n'avait pas prévus initialement lorsqu'on avait traité juste une partie de la population. Et là, ils ont montré que dans les communes tirées au sort aussi, ou les pôles emploi tirés au sort aussi, où l'accompagnement avait été plus de gens avaient été accompagnés, ben, il y avait ce qu'on appelle des externalités négatives, c'est-à-dire des effets négatifs. Ceux qui étaient dans le groupe de contrôle, donc non traités, souffraient du fait de ne pas avoir été traités dans les endroits où il y avait beaucoup de monde. Donc, dans le fond, ça veut dire que, et peut-être parce qu'en France, il y a beaucoup de chômage, qui n'étonnera personne, c'est juste, si vous voulez, c'est un peu comme s'il y avait une queue et que les gens qui étaient accompagnés passaient devant dans la queue par rapport à ceux qui restaient dans la queue et qui étaient les chômeurs, disons, non accompagnés. Donc ça, puisqu'on pose la question des données, là, pour ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on part des données de Pôle emploi. On a une liste de gens, une liste de Pôle emploi, et puis on tire au sort. Parmi les gens qu'on va traiter, qui étaient des jeunes chômeurs, etc.
Et puis après, ce dont on a besoin, c'est de savoir ce qui deviennent quelque temps plus tard. Et ça, pour ça, il faut avoir des données administratives, parce que les données administratives ont la vertu, sur les enquêtes, de suivre tout le monde, et de ne pas... Les enquêtes, vous savez, on tire au sort les gens qui sont l'échantillon représentatif, comme on dit. Là, on cherche à avoir tout le monde. Donc les données administratives ont cette vertu de pouvoir permettre de retrouver tout le monde. Donc voilà, c'est un dispositif qui utilise, disons, les fichiers administratifs les plus modernes, les plus englobants. Dans les pays du Nord, je travaille beaucoup sur des données suédoises, on a ce qu'on appelle des registres. Et il y avait des registres qu'on peut apparier les uns avec les autres. En Suède, plus difficilement en France. C'est d'ailleurs l'objet d'une des lois, d'un des textes de loi actuellement en consultation sur le numérique. On a la possibilité de voir, par exemple, en Suède, on se pose la question de est-ce que les enfants des parents, est-ce qu'ils trouvent leur premier emploi? Parce qu'on peut avoir à la fois des informations sur les parents et le lien parent-enfant, où travaille le papa, où travaille la maman, et où le premier enfant trouve son poste. Et donc là, on peut confronter ce genre de questions, et c'est des effets massifs. On trouve par exemple que 15% des jeunes sans diplôme suédois, on n'est pas en Italie ni en Espagne, trouvent leur premier emploi dans la même usine, établissement que leur papa. Ce qui n'est pas négligeable, ce qui est vraiment des effets très importants. Pour ça, on a besoin d'apparier des données ensemble, de pouvoir... Ça, c'est des données, disons, de sources administratives ou au registre. Deuxième type de question, parce que les questions sont essentielles dans la façon dont on va construire les données. On a fait un travail avec Marianne Bertrand, qui est prof à Chicago à la Business School, sur les effets de la loi Royer. La loi Royer, je pense que vous vous rappelez, vous étiez dans les yeux de vos parents à cette époque. En 73, 31 décembre 73, un député de droite, Royer, qui était connu comme le censeur, un type, disons, de la droite catholique et réactionnaire, on va dire ça comme ça, a décidé qu'il fallait protéger les petits commerçants. Et pour ça, il a mis en place une loi qui obligeait à déclarer l'ouverture d'un supermarché et avec des limites pour les supermarchés de plus de 1500 mètres carrés en région parisienne, en Île-de-France, et 1000 mètres carrés en province. Donc on ne pouvait pas ouvrir librement un supermarché, ce système perdure aujourd'hui, et donc les gens devaient appliquer, et ils demandaient, ben voilà, je vais ouvrir 4500 mètres carrés à Marignane, est-ce que je peux? Et donc il y avait une commission qui disait oui ou non. Donc nous, la question qu'on se posait, c'est, voilà, on constate que c'est un secteur qui était un secteur en développement, qui, selon tous les indicateurs, croissait pas mal dans les années 70, et puis dans la croissance, ça s'est effondré à partir du milieu des années 70. Est-ce que c'est la loi Royer qui a causé, j'insiste bien, cette non-croissance des supermarchés au nom de la défense du petit commerce? C'est exactement le thème abordé par Royer. Et la raison pour laquelle, dans le fond, si vous voulez, pour faire l'économie politique, ça serait important pour ce qu'on va regarder, pour ce que je vous raconte. La gauche était pour l'ouverture des supermarchés parce que les associations de consommateurs étaient pour la défense, l'ouverture des supermarchés, et la droite était contre l'ouverture des supermarchés. Pour ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a récupéré toutes les données administratives de demande d'ouverture de supermarchés. C'est-à-dire qu'on n'a pas regardé les supermarchés qui étaient ouverts, mais aussi ceux qu'on demandait et qui ont été refusés. Et on a essayé de comprendre la logique qui faisait qu'on refuse un supermarché ou qu'on le permette. Donc on a collecté ça, on a codé tout ça, et après on a essayé de relier la croissance de l'emploi dans les localités, dans le domaine, dans le secteur du commerce de détail, avec la plus ou moins grande ouverture ou fermeture de supermarchés. Et donc on a montré que, de fait, l'ouverture de supermarchés causait la croissance de l'emploi, y compris en intégrant la mort potentielle des petits commerces, et que ça fait aussi un effet sur les prix, c'est-à-dire que dans les endroits où on avait autorisé plus de supermarchés, les prix étaient plus faibles. Les prix des biens, disons, comme la bouteille de lait, UHT, étaient plus faibles dans les endroits où il y avait beaucoup de supermarchés. Donc ça, c'est une méthode complètement différente, où on a nous-mêmes créé les données pour pouvoir, à partir de sources qui existaient, mais qu'on a codées nous-mêmes, pour pouvoir répondre à une question qui cherchait à lier de manière causale une loi et un résultat économique.
toutes les questions sont bonnes à poser. Des questions de droite, des questions de gauche. Après, la question, c'est quelle réponse vous apportez et quel est le degré de rigueur dans la façon dont vous répondez à la question. Le degré de rigueur, ça n'inclut pas l'économétrie uniquement, ça inclut les données. Est-ce que vous avez pris les bonnes données pour pouvoir répondre à la question? Et après, est-ce que le mécanisme qui vous sert à identifier, ce qu'on appelle identifier, c'est-à-dire la causalité entre les prémices et la conclusion, est-ce qu'il est robuste aux critiques? Les critiques, comment vous faites pour savoir les critiques? Les critiques, quand vous êtes chercheur, vous arrivez avec votre petit séminaire, vous allez présenter, et puis il y a des gens qui vous disent c'est des machins, ça colle pas, il y a un problème là, vous réfléchissez, dites oui, il a raison, non, il n'a pas raison, etc. Donc, comme je dis, j'ai des papiers de droite, j'ai des papiers de gauche. Mes papiers de droite, c'est des papiers qui montrent très précisément, avec des éléments de causalité, enfin très très clairs, comment la seule fois où l'on a baissé le coût du travail, au niveau du salaire minimum, ça a eu un effet sur l'emploi. Pendant des années, jusque dans les années 93-94, les hommes politiques trouvaient amusant d'augmenter le salaire minimum au titre que ça bénéficiait aux gens les plus pauvres. Ce qui n'est pas vrai. Ce qui est loin d'être vrai, et les chiffres le montrent très précisément. Tout d'un coup, Alain Juppé, lorsqu'il était, je ne sais plus s'il était Premier ministre à ce moment-là, ou peut-être ministre de l'économie, a dit on va baisser les cotisations employeurs de plus de 25 points dans le bas de la distribution. Ce changement a permis de faire une étude économétrique qui montre causalement que les baisses de cotisations employeurs ont eu un effet sur la non-destruction de l'emploi des travailleurs les moins qualifiés. Là, on voit, c'est assez frappant, jusqu'en 95-96, la part de l'emploi peu qualifié dans l'emploi s'effondre, et juste en 95-96, au moment où ils mettent ça en place, la part de l'emploi peu qualifié se stabilise. C'est tellement vrai que l'instrument principal qui a été utilisé par Martine Aubry, lorsqu'elle a essayé de faire un passage aux 35 heures, c'était les baisses de cotisation. Donc ça, c'est un papier de droite, on a, voilà. Papier de gauche, ce papier de gauche, c'est quand je parle, par exemple, des supermarchés, et qu'on montre que la droite, au titre de la protection des petits commerçants, il y a un livre magnifique de Nona Mayer, qui est prof à Sciences Po, qui s'appelle La boutique contre la gauche, qui explicitement montre les ressorts de l'opposition entre petits commerçants et la gauche. La gauche a soutenu les supermarchés, les associations de consommateurs qui sont plutôt socialistes ont soutenu l'ouverture de supermarchés. Et à partir de là, on peut montrer la causalité qui est ouvrir des supermarchés, ça fait baisser les prix, ça crée de l'emploi. Donc voilà, et pour toutes ces techniques, pour toutes ces questions, on utilise la même économétrie, les mêmes techniques, qui sont reconnues dans la profession des économètres, et des gens de droite et des gens de gauche, il y en a partout, dans tous les pays du monde, comme étant la bonne façon de répondre à la question. La question peut être une question plus ou moins cynique, plus ou moins de droite, plus ou moins de gauche. Toutes les questions sont bonnes à poser. La réponse, vous ne savez pas ce que vous allez avoir comme réponse. Vous posez une question de droite, vous pouvez avoir une réponse de gauche. Par exemple, les effets du salaire minimum aux États-Unis, évalués par David Card et Alan Kruger, montrent, il pose une question de droite, si je puis dire, les effets potentiellement délétères des hausses du salaire minimum. La réponse est de gauche au sens où il n'y a pas d'effet. Les hausses du salaire minimum ne détruisent pas d'emploi aux États-Unis. Alors qu'en France, elles en détruisent. La question, donc on a la même question, si je puis dire. Est-ce que le salaire minimum détruit de l'emploi? Il y a une réponse, entre guillemets, de gauche et une réponse de droite. Les mêmes techniques utilisées de l'économétrie. La seule différence, c'est qu'aux États-Unis, les gens au salaire minimum, pour les gens au salaire minimum, le coût et le salaire, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que les cotisations employeurs et les cotisations employés n'existent pas, si vous voulez. Quand vous êtes au salaire minimum, dans la plupart des cas, vous n'avez pas droit à une assurance santé, sauf depuis Obamacare, pas droit à des retraites, pas droit à un certain nombre de choses. En France, quand vous êtes au salaire minimum, vous avez un package qui vous donne des droits sociaux tout à fait légitimes et qui sont payés. Mais ça fait qu'il y a, entre un salaire, est-ce que l'employeur paye, il y a à peu près 80%.
où il y avait 80%, jusqu'au moment où on a commencé les baisses de cotisations employeurs dans les années 95-96, comme je l'ai dit précédemment. Aux États-Unis, il n'y a pas ça. Ce qui fait qu'au même niveau, si vous voulez, de salaire perçu par les gens, aux États-Unis, augmenter le salaire minimum, ça n'a pas d'effet sur l'emploi. En France, ça en a un massif, vraiment important. Ça, c'est un exemple très intéressant où vous avez la même question, qu'on peut labelliser de droite comme de gauche, qui est une question, qui est légitime. Et vous avez des réponses apportées avec les mêmes techniques, des données différentes, États-Unis, France. Vous avez, par exemple, la question que je posais sur les supermarchés, elle a été posée en Italie. Les gens ont utilisé ce genre de questions, ce genre de, disons, d'existence de loi pour se poser cette question de quel est l'effet des réglementations sur l'entrée des entreprises sur l'emploi. Et typiquement, quand vous avez Macron, dont on se demande est-ce qu'il est de gauche, s'il est de droite, tout le monde se pose la question. Moi, je ne me la pose pas parce que la question, c'est est-ce que, de manière pragmatique, est-ce qu'il va y avoir des emplois qui sont créés? Quand vous ouvrez les marchés, par exemple le marché des autocars, est-ce que ça va créer de l'emploi? On ne peut pas faire la fine bouche. On aimerait bien pouvoir en prendre des emplois, on ne sait pas où ils sont. Donc, des gens qui vous disent, si on fait ça, ça va créer des emplois, c'est quelque chose de pertinent. Et est-ce qu'il y a des moyens d'évaluer ça? Oui, il y a des moyens d'évaluer ça. Il y a des moyens d'évaluer ça, c'est des techniques économétriques qui sont, dans le fond, ni de droite ni de gauche, qui sont, même si les gens le pensent, qui peuvent être tout à fait complétées par des travaux de terrain pour voir quels sont les gagnants. Il y a toujours dans ces réformes et dans ces choses qu'on examine, des gagnants, des perdants. C'est difficile avec le genre de grain que l'on a dans les travaux économétriques, c'est-à-dire on a des données, souvent des données administratives, où on ne sait pas énormément de choses sur les gens, dans le fond. Moi, je fais des travaux sur la criminalité, j'étais ravi de constater que c'était un travail considéré comme de gauche. J'ai des copains syndicalistes qui sont venus me voir parce qu'on avait fait ce papier qui montrait que le chômage des jeunes cause le crime. Pourquoi est-ce que c'était considéré comme de gauche, comme papier? C'était considéré comme de gauche parce que ça ne montrait pas c'est les méchants arabes, c'est les méchants noirs, mais c'était la pauvreté, indépendamment de la couleur de peau et de l'origine ethnique. Je ne m'y attendais pas, j'ai compris après, et ça me semblait dans le fond assez clair. Donc si vous voulez, cette question, voilà, c'est une question légitime. On était les premiers à se la poser. J'ai été surpris dans le fond sur la façon dont ça avait été pris, mais il me semble que ce qui était important, par contre, c'était de démontrer la causalité du chômage des jeunes vers la criminalité. Et donc vous montrez par exemple que le chômage des jeunes n'a aucun effet sur les viols. Parce que les viols, dans le fond, c'est pas... Oui, on parle toujours des viols en réunion, des choses comme ça, c'est très peu. En fait, ce qui se passe souvent, ou les atteintes aux mœurs, c'est souvent des choses qui se passent au sein des familles. Donc on voit bien que le chômage des jeunes, ça n'a aucun effet là-dessus. Par contre, ça a des effets sur le trafic de drogue, sur les petits vols, les choses comme ça. Et ça, vous vous souvenez, pourquoi on s'était posé la question? Parce que notre ami Jospin s'était posé cette question de droite, certainement, qui était « j'ai été naïf », après qu'il était éliminé à la fin du premier tour de la présidentielle, j'ai cru que combattre le chômage diminuerait la criminalité. Et donc on a dit, soyons naïfs et voyons s'il a raison. Et il avait raison. Il n'était pas naïf du tout. Combattre le chômage, ça permet de combattre la criminalité. Ce qui compte, ce sont les outils. Les questions peuvent être de droite comme de gauche. L'économétrie n'a pas de couleur. Et vous remarquerez qu'elle est utilisée par des économistes de gauche comme des économistes de droite. Pour ne pas prendre des exemples, Thomas Piketty, dont personne ne va douter qu'il est plutôt de gauche, utilise des outils économétriques, il a un certain nombre de papiers dans lesquels il utilise des techniques économétriques pour répondre à ces questions. Nous n'imaginons pas collectivement, dans la communauté des économistes, que ces outils soient de gauche ou de droite. Alors peut-être que l'extrême gauche et l'extrême droite a une vision différente, mais ce n'est pas à eux que je parle.